Donc juste en fait pour introduire ce qui va se passer, donc vous allez avoir en fait 30 minutes d'une pièce. En fait on a vraiment essayé de vous montrer le syndrome de l'intestin irritable de manière originale, en essayant de vous faire passer de l'autre côté du bureau en fait, et de vous montrer vraiment comment ça se passe pour votre patient. Et dans les 30 dernières minutes, vous aurez l'intervention donc, du professeur Jean-Marc Sabaté, qui est gastro-entérologue et qui est aussi président de l'APSI, qui est l'association de patients l'association des patients souffrant du syndrome de l'intestin irritable. Et vous pourrez évidemment lui poser toutes les questions que vous souhaitez à cette occasion. Donc maintenant, je vous laisse profiter pleinement de la pièce de théâtre. Merci beaucoup. Cabinet médical, j'écoute. Ne criez pas, monsieur, le standard était exceptionnellement sur répondeur et je n'ai pas encore écouté les messages, mais bonjour quand même. Je vous écoute. Avec quel médecin ? Je peux vous proposer mercredi 14h30. Jeudi alors ? Vendredi ? Non, le docteur Pifto ne consulte pas le samedi matin, elle est en visite. 10h30, 13h15, 16h ou 18h. Mais bien sûr, absolument. Prenez le temps de réfléchir et rappelez-nous. Ce serait dommage de prendre une décision dans la précipitation. Au revoir, monsieur. Bonne journée. Pardon. Oh là là. C'est pas du tout mon genre d'arriver après les premiers patients. J'ai appelé pour dire que j'aurais un peu de retard. Ils vous ont dit ? C'est le docteur Bonnet qui vous a ouvert. Le docteur Pifto. M'étonne d'elle, ça. Enfin, si ça peut lui donner un semblant d'aperçu de ce qui se passe dans sa salle d'attente, ça la rendra peut-être un petit peu moins... C'est la première fois que je suis en retard en 12 ans de carrière. Je voulais repasser me changer parce que j'étais pas rentrée chez moi, mais comme j'ai pas beaucoup dormi, je me suis trompée de bus et... Enfin, je vais pas vous raconter ma vie. Je suis là, vous êtes là, c'est l'essentiel. Ça me fait tout drôle de vous voir tranquillement installé là, tout sage. C'est émouvant. Pardon. Je suis encore un peu bouleversée, il faut que je me calme un peu, je me sens hyper à fleur de peau, en plus c'est pas du tout bon pour ce que j'ai. Allez, Colomba, on se reprend. Alors, qu'est-ce qui vous amène ? Vous, facile, rhinopharyngite. Vous, hypertension ? Oui, ça se voit grave. Alors vous, je me tâte, cholestérol ou diabète de type 2 ? Ah non, je sais, cholestérol et diabète de type 2. Pas cool. Lumbago. Encore ? Mais je suis sûre que vous n'avez même pas essayé la posture de yoga que je vous ai conseillée la dernière fois. Jatara Parivartanasana. Bon, vous, je vous connais, c'est pas du jeu. Mais n'empêche, vous avez vu, on ne peut rien me cacher. Des fois, pour me taquiner, le docteur Bonnet dit qu'il va me dénoncer pour pratique illégale de la médecine. Mais c'est juste que j'ai une hypersensibilité. Je sens les choses plus fort que la plupart des gens. C'est comme un don. Les patients, ils doivent être attirés par ce genre de truc, un peu comme les chiens, vous voyez. Parce que souvent, ils se confient naturellement à moi. J'en suis d'autant plus honorée que je sais que ce n'est pas toujours facile de parler de sa maladie. Il y a certains mots qu'on n'a pas envie d'évoquer avec n'importe qui. Des affections qu'on préfère taire. Moi-même, à ce sujet, j'ai mes petits secrets. Cabinet médical, j'écoute. Oui, bonjour Madame Claude, comment allez-vous ? Ah là, non, je ne vais pas avoir place avant mercredi. Quel genre d'urgence ? Une gastro. Mais vous n'en avez pas déjà eu une la semaine dernière ? Eh oui, c'est bien ce qui me semblait, la semaine d'avant aussi, non ? La semaine du 8, vous n'étiez pas venu pour une gastro également ? Ça fait beaucoup de gastro quand même. Vous êtes sûr que c'est ce que le docteur vous a diagnostiqué ? Non, je préfère vous demander parce que je sais que des fois, avec la fatigue, on ne retient pas forcément bien les informations. Oui, je vois. C'est très douloureux. Écoutez, j'alerte le docteur Bonnet et il vous rappelle dès que possible. Voilà. Bonne journée, Madame Klotz. Au revoir. Une gastro. À d'autres. S'il y a bien un mal particulièrement compliqué à évoquer, un mal tabou qui contraint ses victimes au silence, c'est indéniablement le syndrome de l'intestin irritable. Il y a une omerta sur le SII. Et je sais de quoi je parle, je suis corse. C'est pourtant tellement banal. 15% de la population a le SII. 10 millions de Français, soit un Français et demi sur 10, sont chis des ronds de chapeau. Vous connaissez forcément des gens qui l'ont. Mais voilà, vous ne le savez pas. Parce qu'ils ne le disent pas.
Ils se taisent et se terrent, pas un mot, silence radio. Et pourtant ils sont partout. Dans votre immeuble, à la caisse du supermarché, au boulot, dans votre famille. Sans doute même que là, dans cette salle d'attente, sont planqués quelques colopates. Combien vous êtes? Attendez, je compte. À vue de nez, 100. 100. Le calcul est simple. 11 personnes parmi vous ont le SII. Mais qui? Qui? Pourquoi vous vous ratatinez comme ça? Vous avez du mal à assumer? Ah, c'est sûr, les douleurs au ventre et les troubles du transit intestinal, c'est pas glamour. Les crises de constipation, les diarrhées fulgurantes, voire histoire de varier les plaisirs, l'alternance des deux, on peut pas dire que c'est passion. Les gaz, les borborigmes, les ballonnements avec météorisme. Notez que météorisme, ça pourrait presque faire rêver, Youhou! À moi la galaxie et les étoiles filantes! Mais c'est beaucoup de poésie pour de vulgaires pètes. Et oui, parler de l'intestin, c'est inévitablement parler matière fécale. C'est inconvenant, ça ne se fait pas. On peut dire à quelqu'un je suis diabétique ou cardiaque, mais dire j'ai la courante, je dois péter, ou pardon, il faut que j'aille à la selle tout le temps et je ne suis même pas sûre que ça me soulage, c'est moins facile. Mais faut-il pour cela reléguer le SII au rang de sous-prolétariat des maladies? Faut-il en avoir honte? Allez, qui que tu sois, colopathe entier ou demi-colopathe, sors de ta tanière et fais ton coming out. Baisse les armes. Tu peux avouer sans crainte. Il est temps de briser la loi du silence. Assume. Pardon. Flore, tu m'as fait peur. Non, mais j'ai cru que c'était lui. Oui, ça a été, mais je peux pas trop te parler là, j'ai beaucoup de mots. Oui, très bonne soirée. Enfin, jusqu'à ce matin. Oui, j'ai dormi chez lui. Mais non, je lui ai rien dit, comme il n'y a pas eu de problème, enfin, à part ce matin, quoi. Je te raconterai, mais disons que je suis un peu partie comme une voleuse, du coup, je sais pas trop s'il va me rappeler. Enfin, ça... Ouais, promis, je t'appelle à la pause pour te raconter. Oui, bisous, à tout à l'heure. Pardon. J'en étais où, moi? Ah oui! Alors, comme je le disais, des colopathes sont sans doute parmi nous. Alors, à quoi reconnaît-on un colopathe? À rien. Le SII n'épargne personne. Hommes, femmes, jeunes, vieux, il y a même des enfants qui l'ont. Et toutes les catégories socio-professionnelles sont touchées. Mais bon, on peut quand même noter qu'il y a plus de femmes jeunes, et que les colopathes sont des gens nerveux. C'est ma mère qui dit ça. Elle s'est beaucoup renseignée sur le SII. Selon elle, les victimes du syndrome ont des personnalités anxieuses. Elles supportent assez mal l'incertitude. Elles ont besoin d'ordre, besoin que les choses soient bien rangées, bien à leur place. Elles sont perfectionnistes, méticuleuses, et si le schmilblick n'avance pas comme elles veulent, elles se mettent rapidement la rate au courbouillon, enfin l'intestin. Ma mère dit aussi qu'on reconnaît les colopathes à leur immense besoin de reconnaissance, que ce sont des gens très bavards, qui aiment bien accaparer l'attention et être au centre de la scène. C'est pour ça qu'on rencontre souvent les SII sous les feux des projecteurs. On ne le sait pas toujours, mais beaucoup de célébrités sont touchées. Elizabeth Taylor, par exemple, avait le SII. Eh oui. Et John F. Kennedy, et ça ne l'a pas empêché de gouverner les États-Unis. Dans les plus récents, il y a aussi Kurt Cobain, l'inventeur du grunge. Lady Gaga, enfin c'est pas prouvé à 100%, mais elle ne mange pas de gluten et il paraît que c'est à cause de ça. Ah, mais vous avez aussi Linda Carter. Eh oui, Wonder Woman en personne à le SII. Et c'est pas fini. On a aussi Elvis, le King, qui passait des heures sur son trône. Lady Di, la princesse du lavement. John Lennon, Françoise Hardy. Enfin, que des gens bien, quoi. Alors, pourquoi est-ce si difficile d'en parler? Cabinet médical, j'écoute. Oui, rebonjour, Madame Klotz. Oui, je vous écoute. Oui. Ah. Oui, mais tout à fait. Mais il me semble qu'avec une gastro, ce serait plutôt l'inverse, non? Si vous le dites. Mais alors, c'est dur. Dur comment? Mais dites-moi, Madame Klotz, la semaine dernière, quand vous êtes venue pour votre gastro, c'était pas déjà un peu pareil? Non, je ne remets pas en cause votre parole, Madame Klotz, j'essaie juste de comprendre. Non, je ne suis pas médecin, c'est vrai. Mais je peux quand même vous garantir que vous n'allez pas exploser. Alors, essayez de ne pas trop vous inquiéter. Et de toute façon, le docteur Bonnet vous rappelle en fin d'après-midi. Voilà. Bonne journée. Bonne journée, Madame Klotz. Au revoir.
Madame Klotz, ça fait 5 ans qu'elle fréquente le cabinet et que je la vois au moins 2 fois par mois. Au début, elle était avec le docteur Pifto, mais elles ont eu des mots. Alors Madame Klotz a choisi le docteur Bonnet comme médecin traitant. Pifto, elle n'aurait jamais demandé le divorce d'elle-même, elle n'a pas le droit. Mais elle était soulagée que l'autre prenne l'initiative. Faut dire que les colopathes, c'est pas les patients les plus simples à gérer. Ici, au cabinet, c'est le docteur Bonnet le mieux adapté, parce qu'il attache beaucoup d'importance à la dimension humaine. Surtout depuis qu'il fréquente un groupe Balint. Un groupe Balint, c'est des médecins qui se réunissent autour d'un psychanalyste pour étudier ensemble des consultations qui ont posé problème. Pifto, elle n'arrête pas de se moquer de lui là-dessus. Faut dire qu'elle, elle est plutôt EBM, Evidence-Based Medicine. C'est la médecine par les preuves scientifiques. En gros, on ne s'intéresse pas à la situation singulière du patient, on hiérarchise des faits constatés. Elle dit souvent au docteur Bonnet qu'il s'implique trop et qu'il psychologise. C'est vrai que Michel... Oui, je l'appelle Michel parfois. C'est vrai que Michel m'a confié qu'il a suivi une psychothérapie. Mais c'est pour mieux comprendre et écouter ses propres émotions, pour améliorer sa pratique. Vous ne le savez peut-être pas, mais les médecins généralistes ont une obligation de se former régulièrement durant leur formation. Bah oui. Oh, mais bon, entre nous, tout le monde ne le fait pas. Hein. Non, attention, hein, je critique personne. Je tiens à préciser que je m'entends très bien avec les 2 médecins du cabinet et que je respecte vraiment les méthodes de chacun. Plus ou moins d'affinité, c'est tout. L'autre jour, le docteur Bonnet a dit au docteur Pifto qu'elle pourrait être plus empathique. Non, ça lui a pas plu. Elle lui a répondu qu'elle n'avait pas le temps d'être empathique et que si tout le monde faisait comme lui, on ne s'en sortirait pas. C'est vrai que Michel, des fois, il reste une demi-heure avec un patient. Vous avez vu, hein? Bonjour les bouchons dans la salle d'attente, hein? Surtout aujourd'hui, hein? Avec Pifto, la consultation, c'est pas plus de 12 minutes montre en main. Le problème, c'est que ça ne peut pas marcher avec les patients atteints de SII. Parce qu'eux, ils ont besoin de temps et de beaucoup d'attention. Alors ils reviennent, parfois 3 fois par semaine. Ils collent aux pattes, comme dit Pifto. Pour un oui, pour un non, pour une douleur à gauche, quand d'habitude elle est à droite, pour une couleur de sel différente qu'ils veulent vous montrer. Au moindre changement, ils appellent, ils envoient un mail. Ah oui, ils passent à l'improviste même. Alors comme on n'a souvent rien de concret à leur proposer, eh ben, entre les consultations, ils pratiquent le nomadisme. C'est-à-dire qu'ils voyagent sans cesse d'un médecin à l'autre. Un colopathe voit en moyenne 6 généralistes et 15 gastro-entérologues dans sa vie de colopathe. Mais c'est normal. Quand on souffre et qu'on est désespéré, de chercher un meilleur traitement, une meilleure expertise, un meilleur médecin même. Au début, quand Madame Klotz est passée chez le docteur Bonnet, elle lui mentait, parce qu'elle avait peur qu'il se froisse lui aussi si elle lui faisait des infidélités. Le docteur Bonnet l'a rassurée. Tout ce qui vous permettra d'avancer et de moins souffrir est bon à prendre. Vous avez même le droit d'aller flirter du côté des médecines alternatives, d'aller chercher des informations sur malauvventre.fr et de lire des magazines. Ça lui changeait de Pifto. Sur quoi? Doctissimo? Attendez là. Vous me parlez d'un forum pour femmes au foyer. Je veux bien croire que cette méthode thérapeutique soit révolutionnaire, comme vous dites. Mais les chercheurs en sont encore au stade de l'expérimentation animale. Vous êtes un animal, Madame Klotz? Non? Bon, alors... Pifto dit que Madame Klotz est obsédée par son syndrome et qu'elle se complaît dedans. Mais en fait, ça la vexe et c'est tout. Parce qu'elle est confrontée à une malade qui remet en cause son expertise et son autorité et que ça la met en échec. Vous connaissez la blague? C'est quoi la différence entre Dieu et un médecin généraliste? Eh ben Dieu, lui, il se prend pas pour un médecin généraliste. Il faut reconnaître que buter sur les caprices d'un intestin après des siècles de progrès et 10 ans d'études sans même une petite lésion à se mettre sous la dent, c'est pas très gratifiant, hein? On se sent vite désespéré face au désespoir de certains patients. Je me rappellerai toujours la fois où le docteur Pifto hurlait comme ça en poussant Madame Klotz vers la sortie. Combien de fois je vais vous le dire, Madame Klotz, vous n'avez pas le cancer. 3 coloscopies négatives, 3, vous avez eu l'avis de tous les docteurs de la ville. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Moi, j'en peux plus de vous. Allez, revenez pour votre prochaine hémoculte de contrôle et d'ici là, tâchez de vous reposer un peu, ça nous fera des vacances. Flan. Ce qui est terrible quand on a le SII, c'est qu'on exaspère les gens avec nos problèmes. Alors on n'en parle pas, par peur d'être rejeté. On préfère se priver de contact humain plutôt que d'avoir à évoquer le problème.
Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Colomba. Laissez-moi un message après le bip. Oui, Colomba, c'est Edouard. Et ben voilà, je voulais savoir comment ça allait et te dire que j'avais vraiment passé une soirée délicieuse en ta compagnie. J'espère que toi aussi. Je me demandais aussi pourquoi tu avais disparu comme ça ce matin, après être resté si longtemps dans les toilettes. J'espère que tu vas fâché. Je voulais te dire en tout cas que si c'est à cause des revues pornographiques sur ton étagère des décès, eh bien elles ne sont pas là. Voilà, je sais que ça fait pas très crédible, alors j'espère que tu me croiras, mais c'est des étudiants allemands à qui j'avais loué l'appartement à Noël en Airbnb qui les ont laissés là. Voilà, je voulais te le dire pour qu'il n'y ait pas de malentendu ou de non-dit entre nous. Alors j'espère que tu me rappelleras et qu'on se reverra bientôt. Je suis joignable quand tu veux. Bisous. Enfin, bisous. Et bonne journée. Voilà, c'était Edouard. Il a raison, Edouard. C'est nul, les non-dits. D'après le docteur Bonnet, c'est parfois plus simple d'exprimer les choses par écrit. Il le sait parce qu'il pratique lui-même l'écriture. Il y a plein de médecins écrivains, vous savez. Peut-être que je devrais m'y mettre, moi aussi. Peut-être qu'il est temps de coucher sur le papier pour le raconter à d'autres, le récit de mes longues années de souffrance. Longtemps, je me suis levée constipée. Enfant déjà, il se pouvait passer de nombreux jours sans que je n'y... Alas? Oui, bon. La première fois que j'ai consulté un médecin, c'est à mon retour d'un voyage au Maroc que j'avais fait avec des amis à l'âge de 17 ans. Ça avait été super, ce voyage. Mais je n'étais jamais partie sans ma mère avant et je me rappelle que j'étais un peu inquiète. Est-ce que ça a joué? Je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'une terrible diarrhée a carrément gâché la fin de mon séjour. Je pensais que cet épisode ne serait qu'un mauvais souvenir, mais non. À mon retour, mon ventre s'est mis à gonfler régulièrement, de façon totalement imprévisible, et surtout à me faire très mal. Ça passait, ça revenait, sans que je ne sache jamais ni quand ni pourquoi les douleurs allaient m'assaillir. Je restais constipée parfois une semaine entière, jusqu'à ce que tout d'un coup, un besoin impérieux m'oblige à courir aux toilettes. Là, je passais une demi-heure à pousser, souvent pour rien. Et si finalement le bouchon sautait, c'était en mode bouchon de champagne. Je ressortais du petit coin en larmes, vidée, épuisée et attaquée par la migraine. Une fois, je suis même tombée dans les pommes en sortant des toilettes. Ma mère a décidé de m'emmener consulter notre médecin de famille. Le jour du rendez-vous, mon ventre était plus plat que celui de Kate Moss. J'ai senti dans leurs yeux à tous les deux que je n'étais pas vraiment prise au sérieux. Avoue que c'est quand même étrange. Il suffit que tu ailles chez le médecin pour que tout aille mieux. J'étais loin de me douter que cette méfiance à mon égard ne faisait que commencer. Les examens s'enchaînaient sans apporter d'explication. Radio des voies urinaires, rien. Prise de sang, rien. Recherche de parasites marocains dans les selles, rien. Test maladie cœliaque, rien. Test maladie Crohn, rien. Sensibilité au gluten, allergie au lactose, rien. Il a fallu passer aux choses sérieuses. La coloscopie. Bon, la coloscopie, forcément, j'en avais entendu parler. À une époque, on faisait des coloscopies à tout le monde. C'était carrément devenu le gros sujet à la machine à café. T'as pris quoi, toi, comme préparation colique? Moviprep? Ah ouais, je l'avais eu pour ma première colo. Mais après, je suis passée à Colokit. Colokit, j'ai adoré. Heureusement, la coloscopie, on en est revenu. C'est très surfait aujourd'hui. Moi, quand je suis arrivée sur le marché, c'était le début de l'accalmie. Mais je ne le savais pas. Le gastro-entérologue m'a tout de suite mise au parfum. Aucun intérêt avant 45 ans. Non, franchement, mademoiselle, on va vous épargner ça. M'épargner? Mais je ne veux pas être épargnée, moi. Je vous ai rien demandé. C'est quoi cette compassion, tout à coup? Non, 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 je veux ma colo. J'y ai droit. Toutes mes copines l'ont eu. Il n'y a pas de raison. J'ai tout essayé. La colo pour tous. La colo pour tous. Allez, Minou, sois chou, fais-moi une petite colo. Oh, les mains. C'est une prise d'otage. Je n'irai pas par quatre chemins. La colo ou la vie. Bon, je ne vous dirai pas comment j'ai eu ma coloscopie, mais finalement, je l'ai eue. Le gastro-entérologue ne l'a pas regretté. Il était très satisfait de la propreté de mon côlon, ce que j'ai pris pour un compliment. Et je suis repartie avec de belles photos souvenirs. J'avais envie de les montrer à tout le monde. Tu veux voir un selfie de mon côlon? Attends, regarde. Il est pas canon, franchement. Et pas une lésion à l'horizon, rien, aucune anomalie. Oh, regarde. J'ai vite déchanté. 48 heures plus tard, les douleurs sont réapparues et je me suis de nouveau heurtée à l'incompréhension générale.
Je n'avais pas de cancer, cool, mais alors j'avais quoi? Rien. Nothing. Nada. Nichts. Après ma coloscopie, mon médecin généraliste n'avait plus rien à me proposer et je voyais bien qu'il en avait marre de moi. Qu'il se demandait si je ne prenais pas du plaisir à me plaindre. Quand il citait un médicament en l'écrivant sur l'ordonnance et que je lui disais sur un ton le plus neutre possible. Je l'ai déjà eu. Ça ne m'a rien fait. Je le sentais contrarié. Vous êtes sûr que vous l'avez pris correctement? C'est là qu'il a commencé à ressembler bizarrement à ma mère. Il employait les mêmes expressions avec le même ton. Il faut débrancher le cerveau, Colomba. C'est là-haut que ça se passe. Il faut que tu prennes un peu sur toi, ma cocotte. Tout ça, c'est lié au stress, à ton humeur, aux études. Tu t'écoutes certainement un peu trop. J'avais 21 ans. À part ces problèmes intestinaux, j'étais en pleine forme. Mais les gens passaient leur temps à me donner des conseils de sérénité, la main sur l'épaule. Essayez de vous détendre. Sentez-vous les idées. Pourquoi vous ne partez pas un peu en vacances? Vous savez, moi, j'ai un patient qui a tout plaqué. Il a quitté son boulot. Il est parti s'installer sur une île paradisiaque. Ah bah, il n'a plus jamais eu mal au ventre. Cool. Super. Bah, il n'y a plus qu'à aller s'installer aux Maldives. C'est vrai, qu'est-ce qui empêche? Ma mère, le cœur sur la main, a décidé de me payer une semaine en club aux Baléares entre 2 séries de partiels. Après 2 jours de buffet à volonté, j'ai été rapatriée en urgence. Eh ben, on peut dire que c'est une réussite à ces vacances. Et moi qui pensais te faire plaisir. Mais ça ne sert à rien, je crois. Il faut que je m'y fasse. Tu es comme ça, tu ne sais pas te faire plaisir. Un jour, enfin, j'ai pris la décision d'aller consulter le médecin de ma copine Flore. Ce médecin, c'était Michel Bonnet. Ah oui, au début, j'étais patiente ici. Comme je passais ma vie au cabinet et que je venais plusieurs fois par semaine, à force, je connaissais la vie du cabinet par cœur. Alors quand la secrétaire médicale est partie en congé maternité, ils m'ont proposé de la remplacer. Tant qu'à passer ma vie ici. La suite, c'est que je me suis montrée bien plus efficace que l'ancienne et que du coup, il n'y a rien. Enfin, tout ça pour dire que c'est le docteur Bonnet qui, il y a 13 ans maintenant, a mis un nom sur mes problèmes intestinaux. Le 14 février 2003. Je me rappellerai toute ma vie. Le jour de la fête des amoureux, il m'a regardé d'un air très doux et m'a dit « Colomba, au vu des nombreux examens déjà réalisés, et selon les critères de Rome, je suis en mesure de vous dire que vous avez des poussées de colite spasmodique. Waouh! Enfin un nom, enfin une vraie pathologie à moi et pas un problème décrété par ma mère. Adieu maman! Aujourd'hui je les repère tout de suite dans la salle d'attente, ces mères. Elles sont redoutables. Une fois, on en a eu une qui avait pris l'initiative touchante de noter au jour le jour la couleur et la consistance des selles de son fils. Elle nous envoyait des comptes rendus hebdomadaires par écrit. Je les ai gardés, édifiants. 18 janvier 2011. Aujourd'hui, la consistance est légèrement grenue. Serait-ce les framboises d'hier midi? Le beau noir fauve me rappelle les selles mémorables du 3 août 2010. 19 janvier, rien. 20 janvier. Apparition d'un serpentin ocre sobrement glaireux à l'odeur piquante. Pourquoi, malgré la riche nourriture de mamie, ce goût de vanille si particulier? En est-il absent? Non, mais oh, on est où là? Sans blague. Pardonnez-moi l'expression. Mais vous, elle pousse pas le bouchon un peu loin là? Moi aussi j'ai dû en passer par là. Parce que j'en ai fait pour autant toute une littérature. Je venais d'emménager avec Sylvain, mon premier fiancé, quand le docteur Bonnet m'a demandé de noter chaque jour ce que je mangeais et la consistance de ce qui en résultait. Sympa pour démarrer une vie de couple. Heureusement, Sylvain était très investi. C'est lui qui m'a offert ma toute première bouillotte. Un hiver de grand froid où on n'arrivait pas à chauffer notre studio d'étudiants. Il avait eu un couple en promo à la pharmacie, bleu pour le garçon, rouge pour la fille. Sylvain était très bouillotte. Quand j'y pense. On avait à peine 25 ans, mais on vivait comme des petits vieux avec Sylvain. On avait bien cocooné, comme on dit. Depuis notre histoire, j'ai eu quantité de bouillottes différentes. À chaque période de ma vie correspond un exemplaire chargé de souvenirs. Mais je n'ai plus jamais eu de couple de bouillotte. Ni de couple tout court, d'ailleurs. Et c'est pas simple. La vie amoureuse pour une colopathe. Oh oui, j'ai eu des aventures, bien sûr. Mais les choses n'ont pas abouti. Et je pense qu'au fond de moi-même, je ne l'ai peut-être pas souhaité. C'est vrai que je ne cours pas après les rencontres. J'ai trop peur de tout ce à quoi il va falloir être confronté. Séduire, déjà. Toute une histoire, quand c'est votre ventre qui décide de votre look.
Mon truc à moi, c'est la taille élastique spéciale ballonnement. Pas super pratique pour draguer. Mais bon, admettons que je passe le cap du premier contact, il faut ensuite passer celui du premier rendez-vous. Comment s'en sortir avec l'invitation à dîner, sachant que les symptômes s'accentuent généralement après manger? Et si le repas à peine terminé, je dois courir aux toilettes et y rester une demi-heure à souffler et à transpirer? Une fois, j'étais invitée à dîner chez un ami d'amis, un architecte très branché, qui me faisait du grain. Et ben chez lui, c'est un open space. Les toilettes, c'était un module de briques de verre en plein milieu de la pièce à vivre. Heureusement, je n'ai pas eu de crise. Mais tais-toi, quelle soirée angoissante! Depuis, j'évite de sortir avec des architectes. Mais j'évite aussi d'aller dîner à domicile. Au moins, au restaurant, je peux choisir le plat le moins dangereux de la carte, tandis que chez lui, du chou farci. Quelle bonne idée! J'ai dû me détourner de certains hommes parce que leur goût culinaire était inadapté. L'année dernière, par exemple, j'ai failli avoir une aventure avec Arman, un Indien. Voilà, je le trouvais très séduisant. Et je dois dire que c'était plutôt bien engagé entre nous, jusqu'à ce qu'il me propose de me faire son curry d'agneau aux 10 épices. J'ai fui. Ah ben, ça paraît con, mais c'est comme les Antillais, les Asiatiques ou les Éthiopiens, je ne peux juste pas. Et ce n'est pas du racisme. La solution radicale serait de ne pas manger, de prétendre qu'on n'a pas faim. Mais c'est prendre le risque de passer pour quelqu'un qui ne sait pas se faire plaisir. Quelqu'un qui n'aime pas la vie et la bonne chair. Une peine à jouir, quoi. À ce propos, puisqu'on en parle, le pire arrive généralement après le dîner, au moment fatal du dernier verre. Moi, quand je vois le Kama Sutra, je me dis que les femmes indiennes d'il y a 1500 ans ne devaient pas avoir le SII, c'est sûr. Parce que va t'amuser à faire la brouette thaïlandaise ou le cerf en rut quand t'as des gaz ou des borborigmes. Paye ton union du lotus, ton petit pont, ton cheval renversé, avec d'horribles douleurs au ventre. C'est comme qui dirait tu l'amour, tout ça. Hein. Alors bon, le dernier verre, souvent, je préfère le refuser et rentrer chez moi, me mettre au lit avec ma petite bouillotte. Pourtant, hier soir, j'ai décidé de rester chez Édouard. Je sais pas pourquoi. J'étais en confiance. J'ai eu raison de l'être d'ailleurs, parce que ça s'est très bien passé. Jusqu'à l'incident de ce matin. Il faudrait pouvoir lui expliquer. Mais comment dire à quelqu'un qu'on est parti de chez lui sans lui dire au revoir, parce qu'on avait honte d'avoir immobilisé ses toilettes une demi-heure et de les avoir rendues totalement inutilisables? Oh, Édouard, il faut que je te parle. Voilà, C'est pour ça, ce matin, j'ai fait une crise... Quand j'y pense, c'est dingue le nombre d'appellations différentes qu'on a données à mes problèmes intestinaux. Colite spasmodique, colopathie fonctionnelle, troubles fonctionnels intestinaux. Et puis enfin, syndrome de l'intestin irritable. SII. Sobre, efficace, élégant, moi ça me va très bien. À cause du mot irritable, qui met bien en avant la personnalité un peu acariâtre de mon intestin, parce que quand même, je peux pas m'empêcher de penser qu'il s'exprime contre moi, que c'est moi qui l'irrite. Mais alors pourquoi tant de haine? Qu'est-ce que je lui ai fait? C'est quoi ton problème, mec? Je sais que chez certains patients, le SII s'est déclenché juste après un traitement aux antibiotiques, mais moi j'avais juste pris de l'Imodium. C'est quand même pas une arme de destruction massive, non? Il paraît que pour d'autres, c'est un conflit qui a marqué le début des hostilités. Chez moi, le seul événement marquant, c'est un voyage au Maroc. Tu parles d'un traumatisme? Alors c'est quoi? C'est ce que je mange? T'aimes pas ce que je te donne? Ça te plaît pas? Moi, allez, arrête. J'ai tout essayé pour te satisfaire. Tu n'es jamais content. Pour lui, j'ai arrêté les laitages, les féculents, le thé, le café. Pour lui, j'ai enlevé les graisses cuites, les fromages fermentés, les légumes secs, les céréales complètes. Pour lui, j'ai proscrit les boissons gazeuses, les légumes qui fermentent. J'ai suivi un régime enrichi en fibres végétales, puis un régime appauvri en fibres végétales. Je suis rentrée dans la secte des sans gluten. Et j'ai même adhéré à la nouvelle tendance australienne anti-FODMAPs. C'est dire. Parce que va t'amuser à faire des courses au supermarché en achetant que des produits sans FODMAPs. Il y en a partout de ces machins. Et ben moi, je l'ai fait. Pour toi. Et qu'est-ce que j'ai eu en échange? 1 mois de répit. Rien qu'un tout petit. Non, franchement. Quoi ça sert que je me décarcasse pour un ingrat complètement lunatique? Il change d'avis tout le temps. Des fois, je me dis que c'est mon prénom le problème. Colomba. C'est corse. Mais bon. Colomba. Allez savoir si ça n'a pas joué. Je sais! Colomba! Ce qu'il te faut, c'est une cure de spasmine! Tu sais, Colomba, tu devrais tenter les probiotiques pour reconstituer ta flore intestinale.
Dis donc, Colomba, t'as pensé au lavement au café et à l'irrigation du colon? Colomba, de l'eau pour hydrater les matières et un soupçon d'aloe vera. Oh, comme il m'épuise, ces winners de la selle qui ont toujours un petit conseil à donner à la pauvre colopathe que je suis. Ils le savent bien pourtant que j'ai tout essayé. Homéothérapie, phytothérapie, mésothérapie, oligothérapie, musicothérapie, sophrologie, hypnose, acupuncture. Des fois ça marche. Un temps. Un peu. Mais ça reste du palliatif. Et ça n'apporte jamais une guérison définitive. Ce qu'il faut, c'est accepter que le SII, c'est pour la vie. Et apprendre à vivre avec. Moi, par exemple, je fais ma petite tambouille à moi en combinant plein de petites choses. Je fais attention à ce que je mange, sans que ça devienne une obsession, et je prends un antispasmodique qui agit sur la douleur et sur les récepteurs à la sérotonine. Ben oui, parce que M. Cohen, le super gastro-entérologue que Michel m'a présenté, m'a appris que le ventre est notre deuxième cerveau. Dans notre ventre, il y a 200 millions de neurones qui veillent à notre digestion et dialoguent en permanence avec l'encéphale. On l'appelle cerveau entérique et il produit 95% de la sérotonine, la fameuse hormone du bien-être. Alors moi, depuis que j'ai compris que c'est l'œuf et la poule, que la douleur génère de l'angoisse, qui elle-même génère de la douleur, qui elle-même génère de l'angoisse, je fais tout pour éviter le stress et j'arrête de m'agiter dans tous les sens. Il m'arrive même, en cas de grosse crise, de prendre un arrêt maladie sans culpabiliser. Une fois par an, je me paye une cure thermale et le reste du temps, je pratique le yoga avec des techniques de relaxation et de respiration. Mais le plus important de tout, c'est que j'ai arrêté de m'isoler. J'ai compris que malgré mon malaise physique, le fait de sortir, de voir des gens, d'accepter des invitations, ça me fait du bien. Le mois dernier, par exemple, je me suis fait un petit week-end à la Foire Expo de Vierzon avec Flore et Eric, son mari. Flore, qui elle aussi a un prénom prédestiné, a des petits soucis intestinaux et je dois dire que ça nous a pas mal rapprochés. Ce qui est dingue, c'est que comme par hasard, alors qu'on se baladait parmi les stands, on est tombé sur le colon gonflable. Je vous montre. C'est Eric qui filme. Je l'adore, Eric. Il est trop sympa avec moi. Il m'encourage énormément à faire des rencontres amoureuses. Il me dit, Colomba, tu es jeune, tu es intelligente, tu es très attractive, c'est quand même dommage que personne en profite. Et sur le principe, je suis d'accord, il a raison. Mais dans la pratique, je me méfie encore beaucoup des émotions fortes. Parce que mon deuxième cerveau, lui, tout peut le perturber. Le bonheur comme le malheur, une bonne nouvelle comme une contrariété. Il est imprévisible. Aujourd'hui, par exemple, après la matinée que j'ai passée, la soirée que j'ai passée avec Édouard et tout, je devrais me tordre les boyaux. Ah bah non, on va comprendre pourquoi il a décidé de me laisser tranquille. Eric, il dit, c'est quand même pas ton bide qui va faire la loi, merde. Mais c'est vrai, encore une fois, je suis d'accord. Je suis passée trop souvent à côté de l'amour à cause de mes problèmes intestinaux. Non, oui, cette fois c'est fini. Je vais parler à Édouard. Je vais pas me laisser terrasser par un petit Colomba du tout. Non mais oh, je vais te montrer qui commande et qui est le maître à bord. Allez Colomba, tu es jeune, tu es intelligente, tu es très attractive. Pas de raison. Contact. Allez, c'est lui. Là. Pardon. Je vais devoir m'absenter un petit moment. Mais ne vous inquiétez pas, je reviens dans pas longtemps. Et de toute façon, le docteur Bonnet est là en cas d'urgence. Pardon. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Colomba. Laissez-moi un message après le bip. Oui, Colomba, c'est encore Édouard. Voilà, je suis désolé d'insister, je voudrais pas que tu te sentes harcelé, hein. Mais voilà, je me demandais si tu serais d'accord pour m'accompagner au restaurant ce soir. Je connais un petit Indien dans mon quartier qui est vraiment délicieux et qui sert une cuisine du Cachemire. Merci, hein. Merci de votre compréhension. Enfin, moi j'adore. Et si on me demande, vous savez où je suis. Merci. Bon, j'espère que tu me rappelleras. Je suis joignable quand tu veux. Bisous. Enfin, bise. Et bonne journée. Voilà. C'était Édouard.
Bonjour, je remercie le laboratoire Maioli de me permettre de vous parler de ce sujet qui m'est cher et je crois que vous avez eu une bonne démonstration de ce que peuvent vivre les malades. Donc mon exposé sera peut-être moins drôle, mais j'ai quelques anecdotes si ça vous intéresse. Donc la définition des troubles fonctionnels intestinaux, vous le savez, c'est des symptômes chroniques et récurrents dont l'origine est attribuée au tube digestif, mais pour lesquels aucune anomalie, comme l'a dit Colomba, biologique, morphologique, ne peut être mise en évidence lors des examens usuels. Et donc c'est souvent une source d'incompréhension entre le patient et son médecin, le patient qui dit « docteur, j'ai mal » et le médecin qui lui répond « vous n'avez rien, les examens sont normaux ». Comme vous le savez aussi maintenant récemment, il y a un grand intérêt du public ou des malades, comme l'a montré le chiffre des ventes un peu partout en Europe et même en France du livre de Julie Anders, qui est une jeune gastro-entérologue en formation, puisqu'elle en a vendu en France plus de déjà 525 000. Donc la classification de Rome, c'est effectivement ce qui sert pour le diagnostic. On est dans la 3e version, il y aura bientôt une nouvelle version. Et donc ça associe des critères de durée et de fréquence. Il faut depuis au moins 6 mois avoir des douleurs abdominales, qui est le maître symptôme, des douleurs chroniques ou un inconfort qui peuvent être associées par au moins 3 jours par mois dans les 3 derniers mois, avec une amélioration par la défécation ou un début associé à une modification de la fréquence ou de l'aspect des selles. Et on remercie nos collègues anglais qui ont inventé cette magnifique échelle qui s'appelle l'échelle de Bristol, puisque c'est dans la belle ville de Bristol qu'ils ont mis au point cette échelle. Et donc vous voyez, ça parle mieux qu'un mauvais discours. Si on a plus de 25% de selles de type 1 et 2 et moins de 25% de type 6 et 7, on est plutôt à type de constipation, l'inverse pour la diarrhée. Et donc on a comme ça différents sous-types. Je vais vous parler un petit peu des difficultés du diagnostic. Donc la prévalence de la maladie, c'est vrai qu'on trouve des chiffres variables. Dans cette étude qui a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, réalisée en Europe sur près de 40 000 personnes, on avait une prévalence de plus de 10%, effectivement, avec 9% de gens qui avaient des symptômes au moment de l'étude. La répartition entre les différents sous-types est variable d'ailleurs suivant qu'on interroge les malades ou qu'on essaye de les classer en utilisant des échelles et on collige le type de selles et le nombre de selles régulièrement. Les patients disent en général qu'il y a une répartition assez bonne, et puis dans les études, souvent on retrouve une plus grande prévalence de formes avec alternance. Comme vous voyez, les symptômes, 70% dans cette étude avaient des symptômes de durée 1 heure, qui peuvent être 2 fois par jour, et le nombre de jours moyen avec les symptômes est environ de 7. Avec des patients, il y en a 8% qui peuvent avoir plus de 3 semaines de douleur sur un mois, 40% qui ont entre 1 et 3 jours de douleur sur un mois. Alors ces critères diagnostiques, est-ce qu'ils sont connus ? Cette étude européenne avait montré que les médecins généralistes les connaissaient peu, 20% seulement, ce qui pouvait être à l'origine d'une sous-estimation du diagnostic, une augmentation d'examens complémentaires. Les gastro-entérologues les connaissent mieux, mais ont une fréquence finalement d'examens similaires, que les critères soient connus ou non, peut-être pour d'autres raisons dont on pourra discuter. Alors ça, c'est une étude plus récente réalisée par une collègue allemande, mais qui a compris des Français également. Et vous voyez qu'il y a 4 maladies qui ont été analysées. La constipation chronique, à droite, je sais pas si... Non, loupé. Je sais pas s'il y a une flèche, non, c'est pas grave. Donc, on va éviter de bouger donc la constipation chronique à droite, et vous voyez, il y a les diagnostics corrects qui sont en bleu, le diagnostic incorrect en rouge, et l'incertitude est figurée en vert. Et vous voyez que pour, à gauche, l'intestin irritable avec constipation, il y a une grande part de diagnostics incertains, notamment pour les généralistes, mais aussi pour des gastro-entérologues. Elle est moins grande pour les experts. C'est le cas aussi pour l'intestin irritable avec diarrhée. Donc une incertitude pour classer les formes et même pour faire le diagnostic par rapport à la simple constipation chronique ou à des maladies inflammatoires. Cette étude anglaise, vous le savez, en Angleterre, ils ont un système un petit peu différent puisqu'ils notent un motif principal de consultation. Et donc ça permet de faire des études de ce type-là, qui a été réalisée à Manchester de 2002 à 2011, où ils ont regardé 3 diagnostics, le syndrome de l'intestin irritable comme motif de consultation, les douleurs abdominales, ou des Mickey, et ils ont regardé ce qui s'était passé 1 an avant et 1 an après ce diagnostic posé lors de la consultation de référence. Et bien sur cette période, ils ont eu 0,6% par an seulement de syndrome d'intestin irritable, beaucoup plus de douleurs abdominales, 3,6% par an, et 0,14% de nouveaux diagnostics de maladies inflammatoires, ce qui montre par rapport à ce qu'on connaît des prévalences et des incidences, un sous-diagnostic du syndrome d'intestin irritable, et un grand nombre de douleurs abdominales finalement qui sont non étiquetées.
Ce qui était intéressant dans cette étude, c'est qu'un an avant le diagnostic d'intestin irritable, il y avait des douleurs abdominales chez 20% des patients, il y en avait aussi d'ailleurs après, et que la prescription du traitement qui était réalisé pour ceux qui avaient des douleurs abdominales avant le diagnostic de syndrome de l'intestin irritable était pour un tiers d'entre eux un traitement de type syndrome de l'intestin irritable. C'était le cas aussi après les douleurs abdominales. Et certaines douleurs abdominales, d'ailleurs, dans l'année qui suit, ont été reclassées en syndrome de l'intestin irritable. Il y a des études qui se sont intéressées spécifiquement aux douleurs abdominales chez des patients douloureux, avec une intensité de douleur entre 4 et 10 sur une échelle, et qui avaient au moins 3 crises de douleur par mois. Et bien dans cette étude réalisée à la fois aux États-Unis et dans différents pays d'Europe, ils ont montré qu'il y avait en moyenne 5,4 crises par mois, qui pouvaient durer près de 3 heures, avec une intensité forte. Ces crises étaient souvent suivies de selles, elles interféraient pour 2 tiers des patients avec le travail et les activités quotidiennes. Et ce qui était aussi intéressant, c'est que le traitement qui était utilisé par moins d'un patient sur 2, et dans moins d'un tiers des crises, était quand même utile dans 2 tiers des cas. Donc, peut-être que les patients ont parfois des traitements efficaces, mais qu'ils ne prennent pas assez. L'impact de la maladie, donc je vais vous parler, ça c'est une étude qu'on a fait avec l'association que j'ai fondée avec une de mes patientes, qui est une association nationale, je vous conseille d'en parler à vos patients, il y a pas mal de données intéressantes, ils peuvent adhérer, ils ont accès à un forum privé, ils peuvent participer à de la recherche également si ça les intéresse. Donc elle avait été lancée en juin 2011, à l'époque on avait 330 adhérents, et 2 tiers des patients avaient participé à cette étude réalisée après une seule sollicitation. Ça a permis de montrer on utilise des scores de sévérité dans la maladie. 50% des adhérents patients avaient une sévérité jugée sévère. Et également, les scores d'anxiété-dépression étaient également importants chez ces patients. Et c'était sans différence suivant le sexe, suivant le type de trouble du transit prédominant, ni même impacté par la durée d'évolution de la maladie. Parce que parfois, on trouve que la sévérité va s'amenuiser avec le temps. À mon avis, il n'en est rien, et en tout cas, dans notre étude, ce n'était pas le cas. Également, la qualité de vie est très impactée souvent dans cette maladie. La qualité de vie, il y a différents types d'échelles pour la mesurer. Il y a en général 8 dimensions, l'activité, l'anxiété, l'alimentation, le sommeil, la relation avec les autres, la sexualité. On peut utiliser différentes échelles. Et dans notre étude, vous voyez que la très bonne qualité de vie, c'est le chiffre de 100. Dans notre étude, tous les items étaient impactés, plus ou moins sévèrement, avec là une petite altération de la qualité de vie qui était supérieure chez les femmes. Par contre, il n'y a pas de différence, encore une fois, suivant le trouble du transit, et cette altération de qualité de vie était très bien corrélée à la sévérité de la maladie et au score d'anxiété-dépression. Une étude américaine qui a fait beaucoup de bruit, je sais que dans un amphithéâtre à côté, on parle de diabète, c'est de mesurer, de comparer dans des maladies digestives et non digestives la qualité de vie, et bien comparer également à la population générale. L'intestin irritable, dans cette étude qui est parue dans la plus grosse revue, la revue de Gastro à plus gros impact factor, était au même niveau, voire pire, suivant les dimensions, qu'un diabète insulino-requérant et une insuffisance rénale avec des patients au stade de dialyse qui allaient 3 fois par semaine se faire dialyser. Ça paraît surprenant pour des collègues, mais c'est la réalité que vivent certains patients. Le coût de l'intestin irritable, il y a des coûts directs qui ont déjà été évalués, mais il y a très longtemps en France. Ils étaient de l'ordre de plus de 750 € en moyenne, simplement liés aux médicaments, aux consultations, aux examens réalisés. Il y a également des coûts indirects qui sont moins bien évalués, mais dans cette étude un petit peu ancienne, il y avait 3,2 jours d'arrêt de travail par patient et parent, qui évidemment ne sont pas déclarés pour ce motif. Ils ont estimé ces arrêts de travail entre 15 et 50% en Europe, et le présentéisme, qui est donc pas évalué en France, aux États-Unis, ils ont montré que quand vous avez le syndrome de l'intestin irritable, vous êtes 20 à 30% moins productif. On l'imagine facilement quand vous avez envie d'aller aux toilettes, comme on va tout à l'heure, et que vous êtes coincé dans une réunion, ou quand vous êtes tordu de douleur sur votre chaise, et que vous devez répondre au téléphone. Aux USA, où ils ne sont pas particulièrement philanthropes, ils s'intéressent plus à la colopathie, car ils ont montré que son poids économique était, pour la société, équivalent à celui de l'hypertension artérielle, de l'ordre de 33 milliards pour l'hypertension artérielle, 30 milliards pour la colopathie, et bien plus que l'asthme, que la migraine, que l'insuffisance cardiaque, qui sont aux alentours de 14 à 16 milliards. Il y a une difficulté de la relation patient-médecin, et donc il y a une enquête qui a été faite la même année que celle qu'on a présentée nous dans le cadre de l'association, qui regardait le regard des médecins vers leurs patients.
Donc, dans cette étude française, avec des chiffres très récents, ils ont montré que la prise en charge était, donc avec des généralistes, des gastro-entérologues, difficile ou très difficile pour, vous voyez, 85% des généralistes, 67% des gastro-entérologues. La connaissance des critères de Rome, ça rejoint un peu ce que j'ai dit pour l'étude précédente, 25% par les généralistes, 87% par les gastro. Malheureusement, ces critères de Rome vont changer l'année prochaine. Également, les patients prennent en moyenne 1 à 3 traitements de façon simultanée, qu'on soit suivi par un gastro ou par un généraliste. Et les motifs de consultation, ça c'est intéressant. Vous voyez que le premier motif de consultation, c'est l'inefficacité des traitements prescrits. Il y a devant le fait d'une mauvaise tolérance du traitement prescrit, une modification de la symptomatologie ou une demande du patient, par exemple, des informations sur l'arrivée de nouvelles molécules. Les traitements les plus prescrits sont les antispasmodiques et aussi les absorbants de gaz. Et ce qui est drôle par rapport à ce que je vais vous montrer après, c'est que pense le médecin de sa prise en charge. Eh bien, les médecins, gastro-entérologues et généralistes sont assez satisfaits globalement de leur prise en charge pour environ 50% d'entre eux. Alors que les patients, quand on les interroge, c'est ce qu'on a fait dans cette enquête, vous voyez qu'ils aimeraient qu'on leur donne des informations, qu'on leur parle des études scientifiques, qu'on leur apporte du soutien, une écoute attentive, de l'espoir et, si possible, une amélioration de leur état. Eh bien, les informations compréhensibles pour eux, ils reçoivent en 16% des cas. Finalement, une écoute attentive ou une réponse à des questions, un tiers des cas seulement. Le soutien, c'est moins d'un quart des cas. L'espoir, moins de 10%. Et l'amélioration de leur état, elle est retrouvée que dans 15% des cas. Également, que pensent-ils de leur médecin ? Est-ce qu'ils pensent que leur médecin connaît bien la maladie ? Moins de 20%. Est-ce qu'ils croient à leurs symptômes moins d'une fois sur deux ? Et le plus souvent, on leur a suggéré que c'était dans leur tête pour 2 tiers d'entre eux. Et on ne leur aide pas vraiment à trouver de l'aide et on leur conseille plutôt de vivre avec leurs symptômes pour l'immense majorité. Ils aimeraient des moyens d'information, classiquement leurs praticiens, spécialistes ou généralistes, mais c'est assez peu le cas. Finalement, le spécialiste donne des informations dans à peu près 50% des cas, et le généraliste moins d'une fois sur 3. Et donc les informations, ils les trouvent où ? Souvent sur Internet, assez peu dans les médias télévision ou documents écrits. Alors pour le diagnostic, quelques mots. La consultation initiale, c'est l'élément clé. Il n'y a pas de critères validés pour l'interrogatoire pour le type de douleur. Les termes sensoriels qui peuvent être utilisés, mais on peut aussi recevoir des patients qui parlent de douleur active, de coups de couteau, de brûlure. On peut rechercher des facteurs déclenchants éventuels. C'est vrai, le stress, les aliments pour les symptômes. La maladie a pu débuter parfois après une gastroentérite ou une intervention chirurgicale. La notion d'abus sexuel qui avait été mise en évidence par les auteurs anglo-saxons. Alors les objectifs qu'on fixe lors de cette consultation, c'est, moi je ne parle pas de guérison, je ne suis pas magicien, je parle de diminution des symptômes, par exemple de la douleur de 30 à 50% des cas, de gestion des crises suivant la fréquence des symptômes avec des traitements à la demande ou en continu. Et également, il faut faire l'évaluation globale de l'amélioration, mais qui peut être faite aussi par symptômes, et ce qui compte surtout finalement, c'est la qualité de vie. Alors, quelques mots de physiopathologie. Il y a des mécanismes maintenant qui sont très nombreux et bien connus, qui ne donnent pas tous lieu à des pistes thérapeutiques, mais il y a des mécanismes périphériques comme les troubles de la motricité, présents chez environ 40% des patients, une micro-inflammation avec des anomalies de la perméabilité ou une micro-inflammation retrouvée avec une accumulation de cellules inflammatoires à proximité des terminaisons nerveuses chez environ 40%. Également, des anomalies de la flore intestinale, ça représenterait 2 tiers des patients, parfois des pullulations bactériennes au niveau du graine, des anomalies de métabolisme d'acide biliaire. L'alimentation peut jouer un rôle de différentes façons. Il y a des mécanismes centraux, avec des facteurs psychosociaux, le stress, la dépression, l'anxiété. Je vous ai parlé des abus sexuels éventuels. Et il y a également une hypersensibilité qui est retrouvée chez 2 tiers des patients quand on mesure les seuils à la distension, qui peuvent être faits au niveau du côlon, et 2 tiers des gens ont également des anomalies des contrôles de la douleur au niveau médulaire, ou une anomalie de l'intégration corticale des messages sensoriels. Parmi les traitements, les antispasmodiques sont, je vous dis, les traitements les plus prescrits. Il y a des études qui étaient faites avec des petits effectifs, une méthodologie controversée. Globalement, il y avait une efficacité de ce traitement dans des méta-analyses, mais ces traitements courent le risque d'être déremboursés. Donc certains laboratoires ont refait des études de meilleure qualité avec des effectifs importants. La tolérance, elle est globalement bonne, y compris les Américains le disent. Et s'il y a des problèmes de tolérance, le plus souvent, c'est pour ceux qui ont des effets anticholinergiques que nous, on n'a pas en France personnellement.
Donc, avec le citrate d'Elvérine, l'association avec le siméticone, des études ont été faites, vous voyez, avec des nombres importants de patients, qui ont montré chez des patients douloureux qu'il y avait une amélioration du score de douleur, que le taux de répondeur était également plus important. Il y avait également dans cette étude une amélioration de la qualité de vie. Le rôle de la flore intestinale qui passionne les patients, la presse et parfois les médecins. Effectivement, il y a une biomasse qui est faite de 10 puissance 14 bactéries, donc 10 fois plus de bactéries à l'intérieur de nous-mêmes que de cellules. 500 à 1300 espèces, une grande spécificité, 2 tiers des espèces courantes spécifiques d'un sujet, 1 tiers en commun. Une stabilité avec des genres qu'on retrouve de façon constante chez l'homme, comme les firmicutes, les actinobactéries, Bacteroidetes. Et ce qui est important, c'est qu'il y a une stabilité dans le temps chez un sujet, malgré des modifications qui peuvent être transitoires, liées par exemple à la prise d'antibiotiques ou des modifications transitoires de l'alimentation. Cette flore, on l'acquiert dans l'enfance à partir de la flore maternelle, après contact avec l'environnement, ce qui fait que par exemple, on n'acquiert pas la même flore si on sort par voie basse ou par césarienne, où on acquiert plutôt une flore de type cutané. Également, il y a un gradient de bactéries, peu de bactéries dans l'estomac du fait de l'acidité, plus de bactéries dans l'intestin grêle, mais du fait des complexes moteurs migrants qui servent à faire avancer le bol alimentaire, moins de bactéries que dans le côlon, où il y a moins de mouvements, et où se retrouve l'essentiel des bactéries. Ces arguments pour dire que la flore pouvait jouer un rôle, c'était d'une part la constatation d'exacerbation ou d'amélioration de symptômes après prise d'antibiotiques, la constatation pour certains patients d'une pullulation de bactéries au niveau de l'intestin grêle, et des études avec une approche moléculaire qui ont permis de montrer des différences dans la flore, y compris sur des bactéries qu'on n'arrivait pas à cultiver. Un schéma un petit peu général pour cette partie inflammatoire de la maladie. On considère que le stress, sur la base de données expérimentales sur des modèles animaux ou de données issues d'études réalisées chez l'homme, le stress pourrait favoriser des troubles de la perméabilité intestinale, un plus grand passage de bactéries ou de facteurs lumineux sécrétés par les cellules ou par les bactéries, créant une accumulation de cellules de l'inflammation à proximité des terminaisons nerveuses, et ça pourrait être le point de départ de la maladie pour certains des patients, pour un sous-groupe, pas pour tout le monde, puisque ces anomalies ne sont retrouvées que chez 40% des patients. Alors les probiotiques, leur définition, c'est des micro-organismes, bactéries ou levures qui exercent après ingestion en quantité suffisante un effet bénéfique, mais leur efficacité est très variable suivant le type de bactérie, la souche, la quantité, le mode d'administration utilisé. Les patients prennent des probiotiques mais ils ne savent pas réellement ce qu'ils prennent. Moi, je leur explique que le mot probiotique, c'est comme le mot voiture, ça ne me dit pas ce qu'ils conduisent, il faut savoir la marque, le modèle, les options, et l'efficacité d'un probiotique avec certaines souches n'est pas extrapolable à un autre. Le plus souvent, ils sont non disponibles sous une forme qui a pu démontrer une efficacité chez l'homme quand ils ont fait des études, ce qui n'est pas le cas pour tous, ou voire même chez l'animal dans des modèles animaux qui veulent essayer de ressembler à la maladie retrouvée chez l'homme. Voici un des probiotiques les plus convaincants dans des études qui avaient été réalisées exclusivement chez des femmes par des chercheurs irlandais et anglais, et vous voyez qu'il y avait sur un score de symptômes global une amélioration, mais qui n'était pas obtenue pour la dose la plus importante, parce que dans cette étude, ils avaient montré que si on concentrait trop le probiotique dans des gélules, il ne se délitait plus dans l'estomac, et donc il était moins accessible pour exercer son efficacité. Des méta-analyses ont été faites avec les probiotiques, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Ça revient à comparer des pommes, des bananes, des poires, pour dire que globalement vous aimez les fruits, mais elles ont quand même montré une efficacité. Et souvent, les résultats de ces méta-analyses sont tirés par 1 ou 2 études avec des probiotiques peut-être plus efficaces que les autres. Par rapport à la pullulation de bactéries au niveau de l'intestin grêle, il y a un antibiotique non absorbable qui a été développé et qu'on trouve aujourd'hui comme indication reconnue pour l'encéphalopathie hépatique dans les cirrhoses, mais que nous, on n'utilise pas pour la colopathie fonctionnelle. Dans cette étude, pourtant publiée en New England, il montrait qu'après 15 jours de prise de ce traitement, il y avait un petit bénéfice, mais vous voyez qu'il est de l'ordre de moins de 10% par rapport au placebo, y compris dans les semaines qui suivent sa prise. Il y a des facteurs centraux qui sont importants, des facteurs psychosociaux, on les colle un peu trop d'ailleurs à ces malades, le stress, la dépression, l'anxiété, et des abus sexuels, je vous l'ai dit, ont aussi été rapportés, et pouvant développer des abus sexuels dans l'enfance après la maladie à l'âge adulte. On connaît les contrôles centraux de la douleur grâce à l'avènement de techniques d'imagerie comme l'IRM fonctionnel et le PET scan, et on a montré que certaines zones peuvent être activées comme le thalamus, le cortex orbitofrontal, le cortex insulaire et singulaire, qui sont des zones qui prennent en compte les douleurs, mais pas seulement, et notamment les émotions. Les zones de la mémoire aussi jouent un rôle.
Tout ça pour donner au final une sensation résultante. Et donc, c'est le rationnel pour prescrire aussi des antidépresseurs qui peuvent avoir une action à la fois centrale et périphérique. Certains d'entre eux, comme le Laroxyl, peuvent constiper les gens, donc ça peut être intéressant de les utiliser chez les gens qui ont plutôt la diarrhée. Et on les utilise comme dans les centres antidouleurs, à des doses progressives, pour en général à un tiers de la dose des doses utilisées en dépression. D'autres antidépresseurs, on n'a pas trop le choix, on les donne un comprimé à la dose antidépressive, même si ce n'est pas l'utilisation qu'on veut en faire. Également, des traitements comme le Lyrica, qui bloque la neurotransmission, a été utilisé dans cette étude pilote chez les patients avec une hypersensibilité. Je vous ai dit, ça représente 2/3 des patients. Et ce traitement a montré qu'il pouvait modifier les seuils de sensation. Dans cette étude, avec un faible effectif, il n'y avait pas d'effet cependant sur la douleur. L'hypnose est un traitement qui a été validé. Les premières études ont été faites par des Anglais dans des très bonnes revues. Ils ont montré ensuite des effets à long terme. Ils ont montré que ce traitement était capable, quand il marche, c'est-à-dire dans 50 à 60% des cas, il améliore les patients, de gens en échec de tout, de modifier les seuils de sensation. Et nous, on l'utilise, on encourage ensuite les gens à pratiquer l'auto-hypnose. On ne connaissait pas trop le mécanisme d'action, on le connaissait pour les douleurs somatiques. Il a été montré récemment qu'on modifiait l'activation corticale dans des zones comme l'insula après les séances d'hypnose. Il y a des traitements non médicamenteux également, l'alimentation. 2/3 des patients sont convaincus, et Colomba en parlait tout à l'heure, que l'alimentation joue un rôle. En même temps, on mange 3 fois par jour, et donc à proximité d'un repas, il se passe souvent des choses, que ce soit en lien ou pas avec les aliments. Un patient sur 2 identifie un aliment responsable, et les Japonais, il faut être japonais pour le faire, ont testé même l'effet du jeûne sur la maladie, qui a montré un effet d'amélioration des symptômes. Le gluten, il peut y avoir une similarité dans certains symptômes, notamment les ballonnements, la diarrhée, et donc au hasard, dans certaines études où on envoyait un questionnaire par voie postale, les gens pouvaient croiser les critères de Rome de la colopathie fonctionnelle et avoir un syndrome de l'intestin irritable. Nous, on avait fait une enquête en France, et ça a été reproduit dans d'autres pays, où chez des patients vus par des experts qu'on pensait être colopathes, on a recherché une maladie cœliaque, on n'en a pas trouvé. Donc probablement que ce lien est plus faible que ce qu'on croit. On dit que ça pourrait être de l'ordre de 4%, mais je pense que vraiment, quand il y a des colopathes, on ne le trouve pas. Il y a quand même un lien avec le gluten, c'est que des gens qui n'ont pas la maladie cœliaque se disent quand même parfois améliorés par la prise de gluten, en dehors de l'effet placebo et de l'effet marketing, puisqu'il y a un trop gros lobby du sans gluten. On voit que des champions de tennis s'y mettent, et d'ailleurs ils touchent pas mal d'argent pour ça. Eh bien, il y a quand même quelques patients qui, se mettant sans gluten, quand on leur redonne à l'aveugle ou un placebo ou du gluten, ont plus de symptômes à la reprise du gluten. C'est ce qu'avait montré cette étude, et donc on a parlé d'un nouveau concept qui s'appelle la sensibilité au gluten non cœliaque. Donc c'est pour l'instant encore un concept en voie de démembrement. On n'a pas retrouvé de signes d'inflammation latente comme on aurait pu le penser, ni de lésion intestinale, donc ça n'est pas une maladie cœliaque ou une pré-maladie cœliaque. Il y a aussi un lien avec les food maps. Ces fameux food maps, en fait, c'est un acronyme inventé par ces Australiens qui veut dire fermentable, oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides and polyol. Et en fait, c'est des hydrates de carbone qu'on mange tous, qu'ils soient bio, pas bio, naturels, pas naturels, trafiqués par l'industrie agroalimentaire. Normalement, ces hydrates de carbone vont être absorbés dans l'intestin grêle proximal au niveau du jéjunum. Il existe des patients qui peuvent avoir une malabsorption de différentes catégories de ces hydrates de carbone, mais ça existe aussi chez des sujets sains. Les conséquences, c'est si l'hydrate de carbone n'est pas absorbé, il va continuer sa route le long de l'intestin grêle. Et là, on peut avoir 4 types d'effets. Le premier effet, c'est un effet au niveau de l'intestin grêle terminal, un effet osmotique. Ça attire de l'eau, comme peuvent le faire la purge de coloscopie, boum, diarrhée. Et puis si les hydrates de carbone continuent leur route, ils arrivent dans le côlon, notamment dans le côlon droit où se trouve l'essentiel des bactéries. On a à peu près tous 1 kg de bactéries. Les bactéries qui n'en attendaient pas tant voient arriver ces sucres, vont les manger, produire du gaz, ballonnement, flatulence. 2/3 des patients ont un seuil à la BCA distension. Cette distension crée des douleurs. Donc diarrhée, ballonnement, flatulence et douleur pourraient être provoquées par ce mécanisme. Alors les Australiens, très vite, comme ils vendent un bouquin, une appli iPhone, disent on guérit 70% des malades avec notre régime. C'est évidemment faux. Ils ont fait des études dans tout petits effectifs. Alors on peut trouver sur internet, et moi si ça vous intéresse, en accès libre, un papier que j'avais fait sur régime et syndrome de l'intestin irritable, en tapant mon nom, et vous avez notamment le truc des full maps qui est détaillé et une liste d'aliments. Donc voilà, il y a des listes d'aliments, les patients les essayent. Alors on les trouve partout, c'est évidemment très difficile de poursuivre ce régime si on n'est pas réellement amélioré. Et une étude faite en Nouvelle-Zélande montrait que moins de 20% des gens étaient compliants vraiment au régime.
Ils ont quand même fait cette étude chez 30 patients. Effectivement, 70% des 30 patients étaient améliorés. C'est quand même pas la population générale. Comparé à 8 sujets sains, ils ont montré que sur un score global, il y avait une amélioration. Quand les gens qui en moyenne mangent en Australie aussi bien des malades que des sujets sains, 16 grammes de food maps par jour, quand on les forçait à venir manger dans des cantines pour contrôler ce qu'ils mangeaient, en mangeant moins de 4-5 grammes par jour, certains étaient améliorés sur un score global, sur les douleurs, les ballonnements, étaient plus satisfaits de la consistance de leur selle. D'autres traitements peuvent améliorer. On disait avant, il faut pratiquer du sport et manger sainement, mais il n'y avait aucune étude sur l'activité physique. Il a fallu attendre cette étude des collègues suédois pour montrer que l'activité physique pouvait diminuer la sévérité de la maladie. Ils ont pris des gens qui n'ont pas changé leur activité physique et un groupe contrôle entraîné par un physiothérapeute. Et ils ont montré qu'après 12 semaines de ce traitement un peu musclé, on pouvait diminuer la sévérité de la maladie. L'ostéopathie a également été testée. Récemment, notamment 2 études françaises, une réalisée à Bobigny, une à Nice, ont regardé s'il y avait une efficacité de l'ostéopathie. Il semble qu'il y ait peut-être un petit quelque chose, mais les effets ne perdurent pas. À 28 jours, il n'y a plus d'effet, donc il faudrait être en mesure de pouvoir se le payer toutes les semaines. Ça paraît difficile. D'autres traitements ont été essayés avec un niveau de sérieux moins évident, la relaxation, l'acupuncture, réflexothérapie, les cures thermales, la phytothérapie. Et aussi quelque chose qu'on veut mettre nous en place dans le cadre de l'association, c'est l'éducation thérapeutique. Les patients ont un niveau assez faible de connaissances sur leur maladie, beaucoup d'idées fausses, comme le fait que leur maladie puisse se transformer en cancer, en maladie inflammatoire. Ça majeure l'anxiété, la recherche de soins. Quand on leur dit ce qui pourrait paraître une bonne nouvelle, vous n'avez rien, ça les inquiète, puisqu'ils ont mal. Donc ils se disent, ou le type qui est en face de moi est incompétent, ou alors il ne sait pas ce que j'ai et je vais aller en voir un autre. Ou il n'ose pas me le dire. Et donc voilà, l'éducation thérapeutique, ça a été montré, peut améliorer, diminuer le stress, l'anxiété, diminue le recours aux soins. Elle peut être faite par des livres, des sites internet, d'éducation en groupe. Les Suédois ont fait des petites écoles du SI, où ils convoquent pour 5 sessions une dizaine de patients, et à chaque fois une diététicienne, un médecin, un psychologue viennent les voir. Nous, on a monté une association de patients, on le fera dans ce cadre-là. Les recommandations françaises les plus récentes pour la prise en charge du syndrome de l'intestin irritable sont chargeables en ligne. Je les ai fait avec une de mes collègues, donc vous pouvez les charger sur le site de la SNFGE, Société nationale française de gastro-entérologie. Pour résumer, il y a des traitements classiques, comme les antispasmodiques. On a vu que les mesures hygiéno-diététiques pouvaient avoir un intérêt, des régulateurs du transit, des antidépresseurs éventuellement en deuxième ligne, les probiotiques. Je vous ai dit, c'est difficile de prédire l'efficacité d'un probiotique chez quelqu'un, et des traitements alternatifs dont l'hypnose a une efficacité démontrée, les thérapies cognitives ou comportementales aussi, d'autres sont beaucoup plus douteux. Voilà, en conclusion, c'est une maladie fréquente et sous-diagnostiquée. Pour y penser, je pense, la répétition des épisodes de douleur abdominale associés à des troubles du transit, elle a un impact important aussi bien pour les patients en termes de qualité de vie altérée que pour la société en termes de coûts. Et la relation médecin-patient est vraiment très importante dans ces maladies, aussi bien pour le diagnostic initial que pour la suite de la prise en charge. Alors je ne résiste pas à vous parler d'une cohorte qu'on a montée, nous, qui s'appelle SEXI, avec un petit jeu de mots, suivi épidémiologique et des coûts du syndrome de l'intestin irritable. Vous pouvez, dans les cabinets où vous êtes, vous inscrire en ligne. On valide votre inscription et après, le premier patient qui passe, vous pouvez lui proposer de participer. C'est des questions classiques sur la maladie et des questions aussi centrées sur le coût, la qualité de vie. Il y a 3 visites médecins, 0, 6 mois, 12 mois. Et le patient, lui, reçoit tous les 3 mois un questionnaire qu'ils remplissent très volontiers. Ils sont très contents qu'on s'intéresse à eux parce qu'on le fait assez rarement. On a inclus plus de 200 patients sur les 500. On aimerait beaucoup avoir une participation directe des généralistes et des jeunes généralistes. Mon épouse est généraliste, elle a pour l'instant inclus personne. Il faut que ça change. Alors, je voulais vous parler aussi, si cette maladie vous intéresse, j'ai fait un livre qui sort la semaine prochaine en théorie, dans 15 jours, uniquement sur la colopathie. Voilà, c'est dédié plus aux patients et à leur entourage. Il y a 320 pages qui expliquent tous les mécanismes, tous les traitements, des petits trucs qu'on utilise, parce qu'il y a beaucoup d'autres traitements qu'on peut utiliser, même en détournant des médicaments de leur utilisation naturelle. Voilà, et savoir ce que vivent les patients. Par exemple, le saviez-vous, il y a 2 à 3 fois plus de taux de suicide dans la colopathie fonctionnelle que dans la maladie de Crohn. Dans une étude anglaise faite chez 100 colopathes sans Crohn, 5 suicides chez les colopathes, 1 seul chez les Crohn. C'est un peu la réalité de la maladie, et les conjoints de colopathes aussi en prennent pour leur grade. La qualité de vie qui peut être mesurée chez des conjoints, eh bien, il y a des échelles pour le mesurer, comparé à des couples où il n'y a pas de malade. Eh bien, la qualité de vie du conjoint d'un colopathe est au même niveau, voire pire que celle d'un conjoint d'un cancéreux en phase terminale.
Si vous y réfléchissez, ça se conçoit, parce que le colopathe, lui, il va vivre longtemps. Donc il restera longtemps avec son conjoint. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Juste une petite question. Alors vous parlez, alors c'est des patients qui très souvent ont quand même eu beaucoup d'examens complémentaires. En termes de primo-consultation, ou enfin, patient qu'on suit depuis quelques temps, qui a un tableau clinique évocateur d'un syndrome de l'intestin irritable, est-ce qu'il est dans une tranche d'âge un petit peu tendancieuse? Est-ce qu'on doit quand même se lancer dans certains examens ou pas? C'est quoi la tranche d'âge tendancieuse? Parle notamment pour les cancers digestifs à partir de 50 ans. Alors, s'ils n'ont jamais eu d'examen, je pense qu'il faut en faire. S'ils n'ont jamais eu la colo à partir de 50 ans, c'est sûr qu'il faut la faire. S'ils en ont déjà eu une récente, moi je leur dis, c'est ce que je dis dans le livre, une coloscopie normale, en théorie, vous protège pour 5 ans, si elle est faite dans des conditions de bonne préparation. Donc moi, je refuse de la refaire s'il n'y a pas de nouveaux symptômes. Après, suivant qu'ils aient ou pas la diarrhée, c'est ce qu'on met les recommandations, il y a très peu d'examens qu'il faut faire finalement. Celui qui a une numération, qui montre qu'il n'a pas d'anémie, qui a un taux de CRP normal, un bilan thyroïdien, une TSH, et s'il a la diarrhée ou une alternance, les anticorps pour la maladie cœliaque, les anticorps transglutaminase, et puis c'est terminé. Après, ceux qui vous inquiètent beaucoup, moi j'en vois arriver, ils ont souvent eu 2 échos, un scanner, l'écolo ils répètent parce qu'ils peuvent changer de médecin. Mais voilà, ça ne se justifie pas et il faut tenir bon. Par contre, la colopathie qui est très fréquente ne protège de rien. Donc au hasard un colopathe qu'un jour développer autre chose. Donc il faut bien les écouter, les connaître, bien noter les symptômes. En général, ils vous racontent souvent les mêmes. Mais le jour où ça change, il faut être à l'écoute et pas hésiter quand même à leur accorder un examen. Le colopathe aussi peut aussi un jour avoir un cancer. Alors, moi j'ai eu une colopathe qui a développé une endométriose et donc on a dû opérer. Voilà, donc si on est à l'écoute, il n'y a pas de problème. Ce qui leur manque souvent, c'est de l'écoute. Merci. Oui. Donc juste en fait, comme on était un petit peu en retard, donc on a commencé un peu tard, en fait, le professeur Sabaté sera disponible en bas, vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez, mais du coup on va laisser la place aux autres sympos. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être venus et pour toute votre attention. Okay.